bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis François-Xavier Couder, je me présente, je suis directeur de recherche au CNRS, professeur attaché à l'École normale supérieure PSL Université. Et alors, on m'a demandé, en intervenant en premier dans la journée, pour un public exigeant et d'horizons variés, de pouvoir être pédagogue et de pouvoir introduire un certain nombre des concepts qui vont être discutés tout au long de la journée. Néanmoins, étant chercheur, j'ai beaucoup de mal à ne pas parler de science, de recherche et de choses en train de se faire, donc j'ai essayé d'atteindre un certain équilibre. Avant de démarrer, je voulais juste préciser un peu mon point de vue, à quel titre je parle. Alors c'est celui de chercheur, avec de la recherche fondamentale, des projets de recherche partenariaux, mais c'est aussi celui d'un enseignant qui essaye justement de transmettre ses méthodes aux futurs chercheurs, aux étudiants, quelle que soit leur occupation à venir, donc à la communauté de manière générale, et puis je parlerai un peu aussi, si on a le temps, d'expériences de consultance sur ces sujets données, numériques et apprentissage en entreprise et des positions des interactions que j'ai pu avoir donc avec différents groupes R&D en France et aux États-Unis, même si ce sujet sera largement couvert au sein de la journée. Alors, si on veut démarrer la journée, il va bien falloir qu'on parle, donc on parle d'intelligence artificielle, il va bien falloir qu'on parle d'apprentissage. Si on regarde un peu les définitions, alors je ne vais pas les lire, mais j'ai pu recopier donc quelques définitions de ce que c'est qu'en français apprendre et l'apprentissage. On voit qu'il y a, que ce soit dans la définition au sens général ou dans une définition peut-être plus axée sur une discipline qu'est la psychologie, on voit qu'on a finalement des éléments d'expérience, de pratique, d'étude. C'est un processus itératif par nature. Et finalement, le machine learning, l'apprentissage automatique ou l'apprentissage statistique, qui est une des parties de l'intelligence artificielle et celle à laquelle je vais m'attacher au cours de mon intervention, cherche à reproduire finalement ces éléments de l'apprentissage humain et donc nécessairement de pouvoir développer un modèle ou un algorithme reposant sur l'utilisation de données qui vont représenter cette expérience, et il s'agit d'un processus lui-même algorithmique. Donc on développe un algorithme via un algorithme, et cet algorithme, c'est finalement un problème, cet apprentissage, ça devient un problème d'optimisation. Si on doit donner une analogie assez simple, je ne vais pas redéfinir un algorithme, mais l'algorithme sous sa forme classique, finalement, c'est de dire si j'ai des ingrédients et que j'ai une recette, je peux faire un gâteau. Il peut être réussi, il peut être raté, là n'est pas la question, mais je peux faire un gâteau et normalement je peux faire toujours le même gâteau si je prends toujours les mêmes ingrédients et toujours la même recette, j'ai cette reproductibilité. Dans le machine learning, finalement, on inverse un peu le paradigme puisque l'idée, c'est plus de se dire ce que je veux produire, ça paraît bizarre, mais ce que je veux produire, c'est la recette. Ce que je veux produire, c'est un algorithme. D'accord ? Et donc, je le produis via un autre procédé algorithmique, via une optimisation, mais ce que j'obtiens à la fin, c'est un algorithme. Et cet algorithme, il sera appliqué nécessairement à de nouvelles données, dans de nouvelles circonstances. C'est exactement le parallèle avec l'apprentissage humain. Si j'apprends aujourd'hui à faire des nœuds, et que j'apprends sur une corde rouge de 2 mm de diamètre, c'est pas pour toute ma vie faire des nœuds sur une corde rouge de 2 mm de diamètre. C'est pour être capable d'utiliser ces nœuds dans des circonstances qui vont varier de mon apprentissage et puis l'adapter. Et puis si je sais faire plusieurs nœuds, peut-être qu'à terme, je serai aussi capable de les combiner, de faire dans des circonstances nouvelles des nouveaux nœuds, d'improviser, de les combiner. Donc c'est vraiment ça le processus d'apprentissage et c'est ça que cherche à reproduire l'intelligence artificielle et, dans ce cas spécifique, le machine learning. Alors on va beaucoup parler aujourd'hui d'exemples d'utilisation, de cas d'école, de moments où on a envie d'utiliser des méthodes d'apprentissage, de l'intelligence artificielle, du machine learning.
Je voudrais prendre une minute pour parler de cas où on n'a pas besoin d'utiliser ces méthodes-là, parce que finalement, on a tendance à l'oublier. Il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas nécessairement besoin d'utiliser du machine learning. Quand est-ce qu'on n'a pas besoin d'utiliser une méthode d'apprentissage pour entraîner un algorithme? Par exemple, si je veux établir une fiche de paye, si je veux calculer mes impôts. La recette est connue, les règles sont connues, il suffit de les appliquer. Si je veux établir un emploi du temps, j'ai un ensemble de contraintes, j'ai un ensemble de disponibilité des gens, j'ai un problème dur, on va dire, mais qui peut être très bien être résolu par des méthodes connues. Là, je n'ai pas nécessairement besoin d'utiliser des méthodes d'apprentissage. Alors vous allez me dire, à l'inverse, jouer aux échecs ou jouer au Go, bon, finalement les règles sont connues, je pourrais explorer le problème, et là on voit que, bien si on sait, parce qu'on l'a lu dans la presse, parce qu'on en a entendu parler, que pour jouer aux échecs, pour jouer au Go, il y a une plus-value des méthodes d'apprentissage. Donc, on a besoin d'apprentissage dans quel cas? On a besoin d'apprentissage dans les cas où on peut l'utiliser, en tout cas dans le cas où les données sont abondantes, où les données peuvent être produites assez facilement. Donc, puisque pour apprendre, il faudra entraîner un algorithme sur des données, donc il nous faut ces données. On peut utiliser l'apprentissage à l'inverse quand il y a peu de connaissances, quand les connaissances sont rares, chères à obtenir, quand l'expertise humaine atteint ses limites, quand on n'arrive pas à trouver une compréhension fine du problème et qu'on cherche justement à la suppléer, à la complémenter par une méthode d'apprentissage machine. On peut aussi l'utiliser quand les humains ont une expertise mais sont peu capables de l'expliquer eux-mêmes ou de la rationaliser. On peut utiliser les méthodes d'apprentissage pour aider à mieux comprendre, suppléer, complémenter des choses qui sont plus de l'ordre de l'intuition, dans la reconnaissance vocale, dans la vision, ou si on veut se rapprocher un peu des exemples chimiques, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand on va vouloir parler d'intuition chimique. Si je montre à un chimiste organicien une centaine de molécules et que je lui demande voilà, j'ai pensé à ces produits-là, lesquels sont faisables, un chimiste avec une certaine expérience va rapidement me dire ah non, celle-là, pas du tout possible. Voilà, celle-là, je ne sais pas, faudrait que je regarde, mais je pense qu'on peut y arriver. Vous voyez, il y a une intuition chimique qui se développe. Et cette intuition chimique qui se développe, c'est exactement ça, c'est de la connaissance humaine, mais qui est difficile à rationaliser, à expliquer. Et donc, c'est là où les méthodes d'apprentissage vont pouvoir être intéressantes. On peut aussi utiliser ces méthodes d'apprentissage quand il existe des solutions techniques aujourd'hui et qu'elles sont coûteuses. Je donnerai un exemple. Alors, on entend énormément parler des méthodes d'apprentissage. On peut se demander si c'est aujourd'hui une révolution, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, je vais parler spécifiquement en chimie. C'est vrai qu'il y a eu un tournant. Pour donner une anecdote qui a aidé beaucoup de collègues, y compris moi, hein, à se rendre compte de la puissance de ces méthodes, en 2018, j'ai pas mis la date, mais en 2018, lors d'une compétition CASP au Mexique de prédiction de repliement de protéines, donc le but c'est, on donne à différentes équipes une structure, une séquence de protéines, et puis on leur demande de prédire la structure tridimensionnelle, donc le repliement des protéines, ce qui est une question notablement difficile de la biochimie, parce que ce repliement, cette structure dépend de beaucoup de petites interactions, de détails d'équilibre. Il y avait un nouvel entrant, un programme, une équipe qui n'était pas présente les années précédentes cette année-là, et qui, en arrivant, se place première, gagne 25 tests sur 43, alors que, pour donner une idée, la médaille d'argent remporte 3 tests sur toute la série. Donc c'est vraiment une méthode qui, quand elle a été introduite, a révolutionné, là pour le coup, le domaine de la prédiction de structure de protéines. Et puis on connaît d'autres exemples, que ce soit Watson à Jeopardy, AlphaGo dans le Go, et puis plus récemment l'utilisation des intelligences artificielles conversationnelles comme ChatGPT. Alors, quand on discute un peu avec les collègues, les experts là-dessus, ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas remplacer aujourd'hui le chimiste par la machine, on ne va pas remplacer le chimiste par une intelligence artificielle. Non, par contre, ce qui risque de se passer, c'est que les chimistes qui peuvent et savent utiliser
au sein de leur équipe, collaboration, etc., au sens large, hein, pas autant qu'individus, mais qui savent utiliser les méthodes basées sur les données, j'irai au-delà de juste le terme pur d'apprentissage, risquent, oui, d'avoir un avantage compétitif sur ceux qui ne le savent pas. Et ça, je crois que les laboratoires, les équipes et l'industrie s'en rendent compte aujourd'hui. Donc, de plus en plus, la recherche et l'innovation impliquent la génération de très larges données et permettent d'explorer, de valoriser des données qui étaient déjà présentes. À titre d'exemple, je ne sais pas si vous faites partie de ces gens qui lisent les résumés de la conférence, mais je me suis demandé ce qui se passerait si j'envoyais un résumé écrit par le fameux bot ChatGPT. C'est ce que j'ai fait. À ce jour, je n'ai pas eu de retour, donc j'espère qu'il était très bien. Et je n'ai pas changé une virgule. Hein. Si on veut maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet et parler des types de problèmes qu'on va voir aujourd'hui, on peut classer, on va parler un peu du langage de ces méthodes d'apprentissage. C'est important quand on rentre dans un nouveau domaine d'en maîtriser les codes, d'en maîtriser le langage. Et donc, on va parler de 3 grandes catégories de problèmes quand on parle de méthodes d'apprentissage. Et donc, on va avoir ici, j'introduis les termes parce que j'y ferai référence ensuite, plusieurs types de choses. On va avoir des méthodes qu'on appelle supervisées pour l'apprentissage, des méthodes dites non supervisées, et puis des méthodes par renforcement. Donc, les méthodes supervisées, je vais en parler tout de suite, elles nous permettent de faire des prédictions basées sur des données existantes. Les méthodes non supervisées, elles permettent de détecter il va me manquer le mot en français, des patterns, de détecter donc de l'information, de valoriser, de mieux visualiser des données qu'on a. Et les méthodes par renforcement sont des 3 aujourd'hui les moins utilisées dans notre domaine, mais sont utilisées par exemple dans tout ce qui est apprentissage pour les jeux, pas uniquement, mais entre autres. Donc l'apprentissage supervisé, qui est une des choses les plus couramment faites quand on regarde les publications faites en chimie, c'est une version très simple, si on veut le présenter, c'est donc d'utiliser un jeu de données et de pouvoir, avec ça, créer un algorithme qui fera de la prédiction. Alors typiquement, prédire soit une grandeur continue, auquel cas on parle de régression. Par exemple, je veux savoir quelle est la constante d'équilibre ou l'enthalpie de formation de tel composé. Ça, c'est une tâche de régression. On peut avoir aussi également des méthodes qui s'appellent dites de classification, qui permettent de prédire, cette fois-ci non plus une information continue, mais soit une information binaire, soit une information catégorielle. Est-ce que telle molécule est soluble dans l'eau, dans l'éthanol, les deux ou aucun? C'est ce qu'on appellera une tâche de classification. C'est vraiment parmi les méthodes les plus largement utilisées en chimie, cet apprentissage supervisé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a tendance à faire des méthodes, par exemple, de relations structure-propriété, que ce soit moléculaire ou sur les matériaux. On complémente finalement cette branche de la chimie et de la chimie théorique, qui est déjà largement utilisée, par des méthodes d'apprentissage. Pourquoi? Si je m'intéresse à une nouvelle molécule et que je veux calculer une propriété chimique ou physique, un point de solubilité, une activité catalytique, j'ai plusieurs manières qui s'offrent à moi. La première, ça peut être de synthétiser la molécule, le matériau, de faire une mesure expérimentale ou plusieurs, de mesurer la propriété. La deuxième, c'est d'utiliser les méthodes de chimie théorique qui sont nombreuses, qui sont bien développées, qui ont des décennies aujourd'hui d'utilisation, de validation, qui sont présentées en bas à gauche un peu, donc avec différents niveaux de précision, différentes échelles d'espace et de temps qu'elles peuvent accéder. Et puis, justement, cette troisième voie aujourd'hui qui est de dire si j'ai assez de données, je peux entraîner un algorithme, un modèle de prédiction qui me permettra ensuite de prédire des relations structure-propriété. Alors, comment est-ce que ça se fait? Ça se fait donc, en prenant initialement des bases de données existantes ou en les créant pour l'occasion. Donc ici, on va avoir sur ce schéma-là, qui est peut-être la chose que j'aimerais que vous reteniez de ma courte intervention. On a 2 axes principaux. L'axe vertical, c'est celui de l'entraînement du modèle, de ce qu'on va appeler vraiment l'apprentissage. Ensuite, l'axe horizontal, on verra, c'est celui de l'exploitation du modèle, donc de la réalisation de prédictions.
Donc l'entraînement, c'est la première chose à faire dans l'axe vertical, c'est-à-dire que je dois d'abord rassembler des données. Donc si je veux demain prédire la solubilité d'un grand nombre de molécules organiques, il me faut déjà une base de données initiale. Donc je rassemble cette base de données, je la trouve, je la crée. Elle peut être expérimentale, elle peut être issue de calculs théoriques. Je dois d'abord la rassembler, vérifier que toutes les données sont pertinentes, et ces données d'entraînement, eh bien, elles vont être utilisées pour l'entraînement du modèle de machine learning. Et c'est l'optimisation finalement des prédictions sur ces données-là qui va me donner mon prédicteur, donc l'algorithme issu de l'entraînement. C'est le ML Train Model sur cette diapo-là, que je n'ai pas traduite. Et puis, à l'avenir, je vais pouvoir maintenant utiliser cet algorithme, ce modèle, pour pouvoir prédire les propriétés de nouvelles molécules. Alors évidemment, si les molécules ne ressemblent pas suffisamment aux données initiales, je vais avoir une faible précision, puisque le modèle n'est pas entraîné, il n'a pas appris sur cette gamme de molécules. Donc l'idée, c'est que le modèle a une certaine généralisation, donc il est capable de traiter de molécules qui ne sont pas celles qu'il aurait vues lors de son entraînement, sinon le modèle est globalement inutile, c'est juste de la mémorisation. Alors, ce n'est pas ce qu'on veut faire, on veut faire de l'apprentissage. Donc, il faut qu'il ait une capacité de généralisation, mais cette capacité de généralisation est limitée. S'il n'a vu que des petites molécules organiques et que je lui présente demain une grosse protéine ou un matériau hybride organique-inorganique, il ne sera pas capable de correctement prédire ses propriétés. L'utilisation de ces modèles, en fait, elle s'insère, donc, on l'a vu, dans l'écosystème plus large de la découverte. Alors là, pour le coup, je présente un exemple sur les matériaux. Donc, elle se met en place sur l'utilisation, elle s'insère dans un écosystème plus large d'innovation dans le cadre des matériaux, où on a déjà des données existantes qui viennent soit de calculs antérieurs, soit d'expériences qui ont été faites, de bases de données structurelles, de bases de données de propriété. Et puis, ces bases de données s'intègrent dans une boucle de découverte, expérience, rationalisation, théorie, supposition, hypothèse, nouvelles expériences, et on recommence. Et l'idée, c'est d'utiliser les méthodes d'apprentissage pour pouvoir accélérer un peu cette boucle. Alors, je présente un exemple avec un peu de détail, pour le coup issu de ma recherche, et qui s'intéresse à la découverte de l'utilisation de machine learning pour la prédiction de matériaux qu'on appelle métamatériaux mécaniques. Alors, des métamatériaux mécaniques, si ça fonctionne, c'est des matériaux qui ont une propriété mécanique qu'on va dire anormale, inhabituelle. Donc, typiquement, normalement, quand vous prenez un matériau et que vous l'étirez, eh bien, il est censé devenir un peu plus fin dans les autres directions, par compensation. Mais ce n'est pas le cas de tous les matériaux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi, mes enfants jouent pas mal avec des petits modèles comme ça à la maison, qui sont des matériaux, alors ça s'appelle une Buckysphere, celle-là, qui donc, lorsque vous tirez dans une direction, s'étend dans toutes les autres directions. Alors ça, c'est assez rare, en fait, dans la matière cristalline, et si on regarde les matériaux connus, on trouve que 5 cristaux connus qui ont cette propriété, sur des centaines de milliers de structures cristallines connues. Et donc, on s'est posé la question de savoir quels étaient finalement, comment on pouvait identifier ces matériaux aux propriétés dites rares, et puis peut-être en découvrir d'autres. C'est une approche qui se prête assez naturellement à l'utilisation des méthodes basées sur les données, puisque des bases de structure de matériaux, alors dans ce cas-là, on va se limiter à des matériaux inorganiques simples, il y en a pas mal. Donc si je prends une base qui s'appelle le Materials Project, je peux trouver facilement en accès libre 133 000 structures inorganiques. Ce chiffre-là est un peu vieux, je n'ai pas mis à jour la diapo, maintenant il y en a plus. Et je peux trouver pour un certain nombre de ces structures des propriétés mécaniques qui ont été calculées, donc 13 000, donc à peu près 10% de la base de données. Et donc une des questions qui peut se poser maintenant, c'est est-ce que je peux utiliser ces données-là pour prédire les propriétés mécaniques sur les autres? Donc je prends toute ma base de données, je regarde celle pour laquelle j'ai des informations, j'entraîne un prédicteur, enfin je crée là-dessus par machine learning un prédicteur que après je réapplique à toute la base de données. Et puis si on fait ça, on peut après du coup quantifier ces matériaux. Alors je ne vous emmène pas trop dans le détail complet, mais on peut même aller jusqu'à intégrer ça dans une approche, on va dire, à plus large échelle.
Et donc, par exemple, si je prends, je vais me placer à ce moment-là entre des approches qui sont la modélisation classique, qui va être un peu imprécise pour des propriétés qui dépendent vraiment du détail de l'organisation microscopique, une approche de type chimie quantique qui est très précise, qui peut prédire les propriétés des matériaux, mais qui demande une quantité d'heures de calcul importante, et donc qui ne peut pas être utilisée sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de matériaux. Et puis ça va me permettre de casser une limitation de mon problème, qui est que j'ai un phénomène, je cherche à voir un phénomène rare, puisque j'ai très peu de résultats positifs pour beaucoup de calculs, puisque ces matériaux-là sont très rares. Donc j'ai besoin de renverser cette problématique. Et donc du coup, un moyen de le faire, c'est de partir d'une base de données très large, avec un demi-million de structures, d'abord de faire une première étape avec une modélisation classique pour réduire ce nombre. On arrive à 462 000, ce qui reste important. J'en choisis aléatoirement des qui ont cette propriété ou pas cette propriété prédite. Je fais des calculs, là pour le coup très précis sur ce millier de matériaux. J'entraîne un prédicteur et puis je recommence, évidemment. Puisque une fois que je suis arrivé là, je vais vouloir réappliquer le prédicteur à toute la base, reprédire un certain nombre de structures, puisque mon entraînement initial il était fait avec un certain nombre de limitations. Et donc, je peux recommencer. Et ce qu'on voit avec ça, c'est qu'on arrive à accélérer la boucle de découverte de ces matériaux-là. La précision finale du modèle sur ce problème spécifique, elle n'est pas forcément très élevée. Le prédicteur qu'on a produit au final, il a encore 50% de faux positifs, ce qui semble énorme et ce qui, pour beaucoup d'applications, serait un deal breaker total. Il se trouve que là, comme on a des données initialement très mal équilibrées, avec très peu de matériaux, finalement, 50% de faux positifs, ce n'est pas si grave, puisque ça veut déjà dire qu'on est capable, finalement, la moitié des matériaux qu'on trouve, on peut ensuite les recaractériser par une autre méthode, et puis avoir déjà bien accéléré le nombre la vitesse à laquelle on a trouvé des matériaux, et bien réduit le nombre de calculs qu'on veut faire. En chimie, alors si on veut s'intéresser, il y aura pas mal de discussions de chimie de molécules à l'avenir. Donc si on veut s'intéresser aux matériaux, spécifiquement, il existe de larges bases de données, et c'est pour ça que ces méthodes basées sur les données sont très utilisées aujourd'hui et en tout cas fondent de grands espoirs dans la recherche. Il existe de larges bases de données. Alors pourquoi? Parce que beaucoup, dans le processus scientifique, dans le processus académique de publication, il y a eu des exigences depuis longtemps que les matériaux cristallins découverts et rapportés soient publiés. Donc leurs structures doivent être publiées sur des bases de données. Et donc on a des bases de données de grandes quantités existantes, comme la Cambridge Structural Database, qui est l'une des plus grandes, mais il y en a d'autres. Et donc, on a à notre disposition de larges bases de données. Et un processus derrière, ça va être de vouloir justement les augmenter avec des données issues de la chimie théorique par calcul et pour pouvoir, à l'avenir, aller vers des méthodes prédites. Si je dois vous laisser avec une idée derrière ça, c'est que ces bases de données, elles ont néanmoins un défaut principal, et j'espère que c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de beaucoup revenir et de beaucoup discuter dans la journée. Le principal limitation quand on pense aux bases de données, que ce soit de matériaux, de molécules dans la chimie, c'est celui du biais. On a un énorme biais qui est une grosse limitation dans les bases de données disponibles, qui est celui du biais de publication, car on essaye de dire aux enfants dès qu'ils sont jeunes, moi j'ai des adolescents, c'est pas un message facile à entendre, mais accepte tes erreurs, tu vas apprendre de tes erreurs. Or, dans les bases de données, on ne trouve par nature que des choses qui ont marché. Et donc on a aujourd'hui une limitation, alors que certains collègues essayent de contourner, puisqu'on n'a pas assez de données négatives qui soient publiées, qui soient accessibles, qui soient disponibles aujourd'hui en chimie. Et j'espère que, à l'avenir, si vous faites de la chimie qui rate, vous en parlerez autour de vous, vous le publierez. Ça peut être utile à l'avenir.